Amis téléspectateurs, aujourd'hui on est, quelle date déjà? Le 8 octobre 2022. J'ai le plaisir pour notre émission, pour notre première émission, de vous présenter une personne qui peut-être les gens, certains connaissent mais d'autres ne connaissent pas pour la plupart. Alors il s'agit de monsieur Winnock. Winnock lui-même pourra compléter peut-être pour dire qui il est exactement. L'essentiel pour que les gens puissent ne pas se poser encore des questions en le voyant ou en voyant ces images ailleurs. Voilà, donc je vous passe la parole, monsieur Winnock. Oui, salut. Je me prénomme Winnock. Mon nom de famille c'est Ngeleza. Je suis le cadet d'une famille qui était composée de 9 enfants. Donc voilà. Je suis né à Saint-Jean, à l'époque Lingala d'aujourd'hui. Moi, je suis l'enfant de l'indépendance, comment dire, en fait. Voilà. Pour ce qui est de l'émission d'aujourd'hui, on a choisi de parler de la ville de Kinshasa. Ville de Kinshasa qui s'appelait jadis Léopoldville, quand c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un qui a des connaissances sur ce qui s'est passé dans cette ville, de nous en parler un tout petit peu. Est-ce que tu peux nous parler de la ville de Kinshasa aujourd'hui? En fait, en résumé, je serai bref et concis. Léopoldville, les noms de Léopoldville, c'était par rapport au roi Léopold II, en fait. Donc, à l'époque, la première capitale, c'était à Vivi-Boma. On a transféré la capitale du Congo, Léopoldville de l'époque, en 1924. La capitale a quitté Boma-Vivi et puis elle est devenue à Léopoldville. Elle a été transférée à Léopoldville en 1924. Donc, à l'époque, il n'y avait que 4 communes les gens qu'on appelait les indigènes. C'est-à-dire, l'indigène, le mot indigène, c'était à connotation péjorative quand même. Hein. C'est pour désigner les Noirs. Donc, les Noirs. Et les colons de l'époque avaient deux cités, Kalina et Limité de l'époque. Voilà. Donc, en gros, c'est ça l'histoire de Léopoldville. Mais il y a plusieurs anecdotes. Hein. On va énumérer certaines anecdotes. Donc, concernant cette ville de Kinshasa, il est nécessaire de savoir comment cette ville est née. Et peut-être même avant Kinshasa, il y avait quelque chose avant. Hein? Avant que la ville soit appelée Kinshasa, il y avait quoi? Et puis, quand Kinshasa est né, évidemment, comme Léopoldville, comme les Belges l'ont appelé ainsi, qu'est-ce qui s'y trouvait exactement et quel cheminement Kinshasa a suivi jusque, on va dire, de 1885 jusque dans les années 40, la période de la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça, si tu as quelques petits souvenirs de ce qu'on t'ont raconté, les gens qui t'ont appris tout ce que tu es en train de nous déverser aujourd'hui? Parce qu'en fait, moi j'ai eu l'opportunité, le privilège de converser surtout avec mon père. Parce que papa était un des patriarches des indigènes de Saint-Jean. Enfin, comme je viens de souligner, les mots indigènes, ça veut dire noir. Ça avait une connotation péjorative à l'époque des colons. Donc, papa me parlait à l'époque, le premier bâtiment administratif, c'était le Palais de la Nation. Le premier bâtiment construit par les colons, c'était le Palais de la Nation. Et le premier bâtiment habitable qu'on a construit, c'était l'immeuble Forescom, qui était vers le boulevard. Parce qu'à l'époque, le boulevard du 30 juin, ça s'appelait boulevard Albert Ier.
par rapport au grand-père de Léopold II. Voilà. Mais avant Léopoldville, la ville de Léopoldville, devenue après Kinshasa, c'était le village des peuples Téké et Umbu. Et à l'époque, la personne qui régnait à Kitambo de l'époque, qu'on appelait Ntambu, c'était le roi Mfumu, comment il s'appelait parce qu'en fait, quand le Stanley est arrivé et Livingstone et Kalina, ils l'ont rencontré. Le Mfumu Selembao, c'était le Mfumu de peuple Umbu, pas Téké. C'était lui qui régnait à l'époque, là où on avait construit par les Belges, quand ils ont quitté la ville de Boma et Vivi, le palais qu'on appelait Mont Stanley. C'est là où régnait le Mfumu Selembao. Voilà. Alors, il y a aussi, par rapport à ce règne de Selembao, comme vous dites, alors les gens parlent d'Ngalieme. Qu'est-ce qu'il est dans tout ça exactement? Parce que j'ai pu lire dans certains textes que tous ces territoires, il y avait un roi Téké qui habitait Mbé, dans l'autre rive du Congo-Brazzaville, et tous ces territoires, c'est lui qui régnait sur tous les chefs de terre. Donc le roi était à Mbé, et Ngalieme, lui, il était marié à la famille royale et il a été envoyé, peut-être pas envoyé, mais il a reçu la charge d'être celui le représentant du roi du côté de Léopoldville. Qu'en est-il de tout ça? Parce que c'est ce que j'ai lu, mais quand une histoire est écrite par les autres, c'est peut-être une déformation, n'est-ce pas? Donc, si tu as des idées là-dessus, c'est peut-être bien d'éclairer l'opinion. Voilà. En fait, Frangin, tu sais, on n'a pas conservé beaucoup d'archives. Beaucoup d'archives ont été conservées par les colons. Et c'est ça qui a laissé le vide au niveau de la mémoire. Donc, moi, je n'ai pas assez vraiment approfondi de connaissances sur la famille des Ngaliema. Mais par contre, je sais que quand Stanley est arrivé, un moment à l'époque ancienne, il a rencontré les rois, les Mfumu Umbu Selembao. Là où on a construit les palais Mont Stanley. C'était lui qui était là, qui régnait à l'époque. Bien évidemment, il y a eu quand même des roitelets. Hein. Il y a eu des grands rois comme Makoko, Ngalima, c'était des seigneurs. Et ils coiffaient les petits rois qu'on appelle les roitelets. Donc, il y avait beaucoup de portions. Hein. Vous savez, il y a des noms qu'on a donnés. Les gens ne font aucun lien. Hein. Les Lembala, c'était des grands Fumu. Téké. Les noms qu'on a donnés, ce n'est pas un fait d'hasard, en fait. Ça a des liens avec les anciens seigneurs qui régnaient dans le pays Ntambu. Ntambu, ça veut dire le marché des sels, qui est devenu après Kitambo. Voilà. Revenons-en au sujet principal qui est la ville de Kinshasa. On sait que la ville de Kinshasa est née, comme on dit, du déplacement de cette capitale qui était à Vivi, qui est venue maintenant s'installer plus à l'intérieur. Il y a au début, il y avait 4 communes, je crois. Il y avait Kalina, il y avait Lingwala, il y avait 2. Pour les blancs, 2. Ah, pour les blancs, 2. Il y avait 4 pour les noirs. 4 pour les noirs. Pour les blancs, il y avait Limete et Kalina. Et pour les noirs, il y avait Kitambo, Barumbu,
Lingwala, Saint-Jean. Saint-Jean qu'on appelle Lingwala aujourd'hui, Kinshasa aujourd'hui. Est-ce que Kinshasa s'appelait Kinshasa à ce moment-là? Oui, parce qu'en fait, Kinshasa, c'est un nom téqué. Hein. D'accord. Ok. Et Mobutu a repris ça en 1966. Ok, d'accord. Voilà. Ok. Il y a aussi dans certains bouquins, mais bon, si c'est les autres qui ont écrit, ils parlent de Kinshasa comme ça c'était un marché. Marché du sel. Marché des sel, d'accord. Donc ça correspond bien. Oui. Alors, maintenant, Kinshasa, Léopoldville à l'époque, s'est développé. Dans quelles années, au fait, ces étrangers qui nous colonisaient avaient-ils décidé d'étendre la ville? Et quelle était leur vraie motivation pour le faire? Parce qu'en fait, quand on a déplacé la capitale de l'époque, après la conférence de Berlin de 85, les colons, parce que Léopoldville, il n'y avait pas que des Belges en fait, hein, c'était tous les Occidentaux. Il y avait des Allemands, il y avait des Polonais, des Portugais, des Italiens, tous les Occidentaux étaient à Léopoldville. Donc, ils ont commencé à urbaniser, parce que c'était, à l'époque, on appelait ça, je peux dire, si je dis village, c'était par rapport à leur lotissement européen. Ils ont comparé Léopoldville, c'était un village. On n'avait pas bâti des lotissements, des pierres de taille. Bon, par rapport à ça, c'était la comparaison par rapport à leur lotissement de l'Europe. En 1924, les travaux étaient achevés. Ils ont construit des routes, bitumées à l'époque. Donc, comme mon frère vient de souligner, il y avait la première commune de Léopoldville, c'était Léo de Kitambo, devenu Kintambo. Et puis le premier centre commercial de l'époque ancienne, après la conférence de Berlin, c'était le centre commercial de Kintambo. C'est que les gens oublient. Et puis après, il y a eu la commune de Saint-Jean, qui est devenue Lingwala après. La commune de Kinshasa, c'était toujours Kinshasa. Et puis Barombo s'appelait Sitasi. C'était 4 communes des indigènes, les Noirs qui vivaient là-bas. Parce que les Noirs n'avaient pas droit d'habiter dans la même cité que les colons, Kalina et Limité. Voilà. D'accord. Maintenant, il y a eu, comment on va dire, l'évolution de la ville qui s'est agrandie. On nous dira qu'il y a eu une forte population parce qu'il y avait un appel des gens qui devaient travailler. Les gens venaient de plus en plus nombreux de l'intérieur du pays. Les gens venaient tantôt du côté de Bandundu, à pied, du côté de Bakongo, souvent par train ou même par camion, et par bateau, les gens venaient de l'Équateur. Alors, les gens étaient, d'après ma lecture, Kinshasa était rempli tellement de monde, il y avait très peu de place pour habiter. Alors, les Blancs ont décidé de créer de nouvelles cités. Alors, comment ça s'est passé? Parce qu'on sait qu'il y avait des communes qui ont été créées à proximité de ce qui existait. Et avec l'existence de nouvel aéroport du côté de l'Est, parce que l'aéroport à Léopoldville, c'était Ndolo, quand ils ont créé ce nouvel aéroport, il y a eu en même temps, d'après mes lectures, la conception une nouvelle cité qui était très éloignée de la ville, qui s'appelait Njili. Donc, Njili ne faisait pas partie de Kinshasa. C'était une zone, une partie annexe à la ville de Kinshasa. Périphérique. Et c'était la seule partie périphérique de la ville de Kinshasa. Urbanisée et lotie. La seule. Et les autres, c'était quoi au fait? Parce qu'après, on a eu la création des autres communes pour, au fait, rapprocher Njili aussi de la ville de Kinshasa.
Parce qu'en fait, en 1924, les autochtones qui étaient là, les peuples Teke et Wumbu étaient là. Bon, quand il y a eu achèvement de l'urbanisation de Léopoldville, parce qu'il faut que les gens sachent, les habitants de l'époque, dans les années 20, les peuples Congo, dans les années 20, jusque dans les années 30, avant la Deuxième Guerre mondiale, la population de Léopoldville de l'époque était majoritairement Congo. Donc, nous, nos parents qui venaient de l'Est sont arrivés dans les années 30 à Léopoldville. Et même dans ces années-là, la majorité de la population de Léopoldville était composée des peuples Congo. Parce que Léopoldville appartenait à l'entité politique du Congo central. Donc c'est ça qui a fait que les premiers, si je dis intellectuels, les premières personnes qui étaient instruites dans l'école des Blancs, des colons, c'était les peuples Congo. C'est pas étonnant parce qu'en fait, c'était leur environnement. Donc voilà. Et puis, dans les années, comme mon frère a bien souligné, dans les années 30, la population commençait à s'agrandir. Et puis les gens venaient de l'époque de l'Est, de l'Équateur. Mais avant d'arriver à Léopoldville, tout Congolais, tout indigène qui arrivait à la capitale, il devait passer à un test, médical. C'était comme ça. Il y avait une autorisation qui était accordée par les autorités de l'époque. Et puis, quand on acceptait, quand la personne était négative, pas positive, donc on lui accordait une sorte de permis de résidence. Donc, moi je me souviens, mon oncle, le mari de ma tante, Feza, le premier indigène venu de Maniema, c'était le mari à ma tante. Lui faisait partie, après la première guerre mondiale de 14-18, c'était un ancien combattant, il était né en 1800. Le premier, à ma connaissance en tout cas, c'était le premier indigène venu de Maniema. Lui, il travaillait avec Janssens. Il a travaillé même avec les concepteurs de la force publique. Camille Kokia. Parce que les gens ne savent pas, la force publique était née à l'époque à Bolobo. Bolobo, c'était une région. Bolobo, ça n'a rien à voir avec... ça, c'est un habit de langage, en fait. Quand Camille Kokia a érigé le premier, il a commencé à enrôler les indigènes avant la Première Guerre mondiale, après la conférence de Berlin, c'était à Bolobo. Une région... Normalement, on la situe à l'équateur de l'époque. Les Bolobo, ce n'est pas un peuple, c'est un nom d'une région. Les Balobo. Les gens, c'est un habit de langage en fait. Là, je précise, hein, les gens qu'on appelle Balobo, ce sont des Bobangi. Ce sont des peuples Bobangi. Les cousins de nos frères qui sont en face à Brazzaville, au Congo-Brazza. Les Nkouyou, les Mboshi. C'est un Belge qui les a nommés comme ça. Tu vois, les Bolobo. C'est une région. Le premier camp militaire construit, c'était à cette époque-là, après la conférence de Berlin, je crois en 1895, c'était à la région des Bolobo. Voilà. Alors, donc, on en était à l'étendue de la ville. Ils ont commencé par, je sais qu'ils ont commencé par Dendal, il y a eu Bandalungwa, il y a eu Kalamu, Lemba. Il y a eu Lemba, oui. Il y a eu, ensuite il y a eu les Matete, tout ça. Matete après, oui. Matete après. Le premier bourgmestre, c'était monsieur Derings. Derings, un Belge, hein? Ouais. Oui. Mais le premier indigène. Le premier indigène, ça là, c'est les premières élections. Ouais, en 57. Les premières élections. Voilà.
les élections de 57. De 57. Voilà. Parce que les élections de 57, on a vu l'apparition de... Enfin, les gens qu'on appelle les évolués, les personnes instruites. Chez nous, il y avait à Saint-Jean, c'était Papa Pierre Nkanou, que les Belges l'ont nommé Canon. Parce qu'il avait une posture de boxeur. On l'appelait Canon. Et puis à Sita, c'était Papa Swanga. À Barumbu de l'époque. Et puis à Bandalungwa, c'était Papa Victor Ngoma. Et puis à la commune de Kinshasa, c'était le deuxième de la famille Lutula, Papa Eugène Lutula. Et puis à Dendal, c'était Kassavubu, Papa Joseph. Et puis à Kalam, c'était Papa Arthur Pinzi. Ça, c'est le premier notable de nos communes des indigènes à l'époque. D'accord. Alors, on va peut-être poursuivre dans plus de détails dans une autre émission où on va parler de façon plus élaborée. Mais là, il serait question de... Là, tu as cité déjà des personnalités qui étaient des notables à l'époque. Oui. Mais est-ce que, à part ces personnalités-là, qui sont plus politiques, ceux qui ont marqué la ville de Kinshasa de l'époque, sur le plan culturel, sur le plan sportif, sur pour te mettre la fibre à l'oreille, on parle des arts martiaux à Kinshasa, mais il y a eu quelqu'un qui faisait de l'haltérophilie, qui a ramené les arts martiaux à Kinshasa, qu'on appelait le maître des cantors, Bavois Francis des cantors. Il y a lui, et puis on peut parler aussi d'autres personnalités comme des musiciens. On peut parler d'autres personnes aussi dans le monde sportif, dans le football, etc. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus? Parce qu'en fait, il y a eu des personnages emblématiques dans le monde culturel et sportif. Moi, j'étais gamin, j'ai connu Papa des Cantors. C'était l'un des premiers judokas à Léopoldville à l'époque. Et puis, lui, personne ne peut ignorer. Papa Baseko, maître taureau. C'était le premier noir indigène qui a travaillé avec les fondateurs du stade qu'on appelle Tata Raphaël. C'était par rapport au père de la Kétule. Le premier administrateur noir qui a travaillé avec le père de la Kétule, le stade Saint-Raphaël qui est devenu 20 mai après, c'était Papa Baseko, maître taureau, maître Ngombe. Il était évolué à l'époque, personne instruite. Et puis le premier Congolais qui a travaillé avant les indépendances des pays africains, qui a travaillé comme administrateur à la Banque centrale, c'était Papa Cyril Adoula, le premier Congolais qui a travaillé à la Banque centrale. Et puis, l'un des premiers écrivains congolais reconnus mondialement, c'était Papa Bolamba Roger et Papa Lomami, Paul Lomami. Et d'ailleurs, c'était les deux grands écrivains congolais connus qui ont participé à la conférence des intellectuels noirs à Paris en 1956. Déjà, les deux personnalités-là étaient proches des grands écrivains guyanais Gontran Dalmas. Les gens ignorent tout ça, en fait. On n'a jamais rendu hommage à nos deux grands écrivains-là, Papa Roger Bolamba et Papa Paul Lomami. C'est dommage. Et dans le football qui est le sport roi en RDC? Ah, déjà, Papa, lui, il a quitté Léopoldville, il était jeune. Papa Moukouna Troué. Ah, lui, déjà, dans les années avant 55, il jouait déjà en Belgique. Après, lui, il y a eu succession de grands. Papa Bonga Bonga, Papa Mayunga, qui l'ont suivi après, hein. Il y a eu, comment il s'appelle l'autre junior, j'ai un trou de mémoire. Là, prochainement, je vais rentrer en détail par rapport à nos premiers footballeurs qui sont partis en Belgique avant les indépendances, en fait. Et puis, il
Il y avait un autre qui était collègue de Maître Toro, Papa Baseko, qui était Katangé. Lui, il était formé pour le spectacle par les Belges. On l'appelait Métro. Mais il est décédé, on était jeunes. Donc, ils étaient côté spectacle. Il y avait lui et Papa Maître Ngombe Baseko. Donc, il y a eu beaucoup de personnages qu'on a ignorés, qu'on ignore jusqu'aujourd'hui. Côté spectacle, il y avait aussi le vieux qu'on appelait Mbelekete, que Papa Wimba balançait dans des chansons. Moi, je l'ai connu personnellement. J'étais gamin. Maman me disait, Papa Mbelekete, dans les années 40, bien avant même, quand il était jeune, il était copain de Maman Léonie. Maman Léonie, c'était la tante de Sakombi, de toute la famille Sakombi. Ouais. Et c'était le premier. On était gamins dans les années 65. Quand il venait à Saint-Jean, chez Maman Léonie, qui était déjà mariée, avec un Papa Laurent Combastri, un Togo. Papa Laurent à Combastri, le mari de Maman Léonie, était métissé allemand-togolais. Quand il venait lui rendre visite, nous on était gamins en fait. Et il venait avec un vélo à une roue. Papa Mbelekete. Moi je l'ai connu personnellement, j'avais 6 ans à l'époque. Voilà. Et puis il y avait une figure pas emblématique mais connue quand on était gamin à Léopoldville. Moana Boma, que papa me balançait. Moana Boma. C'était un chétif. Il avait comme taille, je crois. Je ne peux pas dire des bêtises, mais il était vraiment... Moi, je me posais des questions, c'était un être humain, mais il avait presque 70 cm de taille. Petit. Nous, on l'a connu, quand il traversait les camps HUV. Le premier camp des indigènes qu'on a construit par les Belges, c'était à Saint-Jean, camp Chébé, Villeray, camp belge. On était bien sur la question de tous les brigands voleurs, comment ça s'est développé à Kinshasa, et si tu aurais un mot à dire là-dessus. En fait, d'après les anciennes archives trouvées, dans les années 30, le premier, comme les anciens inspecteurs belges, parce qu'ils faisaient des rondes dans les quartiers, dans les cités des indigènes, ils ont pu s'apercevoir que ils ont eu des renseignements qu'il y avait quelqu'un qui avait les monopoles de la vente de... C'était un dealer de l'époque de Léopoldville. Le premier dealer de Léopoldville qui vendait de la drogue, c'était Papa Mbelekete. C'était lui en fait. Il a fait la tôle à l'époque dans les années 40. Papa Mbelekete. Voilà. Et puis après lui, il y a eu une vague de voyous, comment je pourrais dire, des brigands. Nous à Saint-Jean, avant, bon, je ne peux pas reculer avant les indépendances, mais je prends seulement quand on a acquis les indépendances en Afrique, chez nous à Léopoldville, on a connu à Saint-Jean le premier jeune qui a fait la tôle. C'était Vieux Mazé. Il était originaire du Bas-Congo. Un voyou. Il est parti à Luzumu. Le premier jeune à l'époque. Juste quand Papa Kassavou avait accédé à la magistrature suprême, c'était Vieux Mazé. Il y avait beaucoup. Vous avez connu les grands frères qui avaient ouvert la boutique à Gombe, Kalina, Pierre Boucher. Voilà. C'était la même bande. On a connu la famille Koubé Sylvain, des voyous. Et puis il y a eu à la commune de Kinshasa, vraiment des voyous, des gens sans scrupules. Il y avait tout ancien de Léopoldville doit les connaître. On l'appelait Vieux Soto. Un personnage dangereux. Il y avait un autre Gabo. Et Papa Soto régnait entre Willery et Wangata.
toute cette région-là, toute cette contrée-là, de Ouangata jusqu'à Willery. C'était son fief. Et puis à partir de Ouangata jusqu'à Bokassa, c'était Vieux Gabo. Des voyous. Et puis chez nous, il y avait beaucoup. Hein. Il y a eu beaucoup. Chez nous, on a connu Vieux Galé, des voyous hein, qui habitaient la même rue que Vieux Simaro Massia. Il y avait un homme fort de Léopoldville, l'un des hommes forts de Léopoldville, Papa Morouma, qui était originaire de Bandundu. Papa Morouma. Un homme très fort. Il y avait Papa Degazin qui était originaire de Bakongo, Montandu. Il y avait Vieux Kaïma qui était Montandu. Ça, c'était les hommes forts de Léopoldville. Parce que ceux-là, dont je viens de citer Papa Morouma, c'était des anciens. Hein. La génération des Mobutu, tout ça. Il y avait quoi encore à Kitambo, il y a eu des grands frères, mais des voyous. Il y avait beaucoup en fait. Hein. Et l'autorité qui a essayé un peu de juguler cette délinquance, c'était Papa Nendaka Victor. Quand il a été nommé patron de la sécurité nationale, il a essayé un peu d'éradiquer cette délinquance. Et puis après, la personne qui a radicalisé des méthodes pour maîtriser ces voyous, c'était Papa Foster Manzikala. Alors, quand il a pris les choses en main, bien avant lui, c'était Bangala, colonel. Donc, 2 ans après, c'était Papa Foster Manzikala. Alors, lui, il était radical. Il avait des méthodes vraiment radicales. Quand les jeunes ne fréquentaient pas l'école, il était automatiquement renvoyé à Madimba. Madimba, c'était le centre de rééducation à l'époque. Voilà. Donc, vraiment, il y a toute une liste. Hein, parce que prochainement, je vais rentrer en détail en nommant les personnages, les voyous qui ont régné, qui faisaient la terreur au sein de la population de Léopoldville. Je vais te rappeler qu'il y avait un voyou célèbre qui s'appelait Angwalima. Angwalima qui était un voyou célèbre dont Kinshasa a parlé. Quand on ne connaissait pas de voyous, en tout cas on parlait d'Angwalima. Et puis il y avait Ngabidila, je crois, qui a été pendu aussi avec les autres. Non? C'est après, hein? D'accord. Tu peux nous dire un mot là-dessus? Parce que nous, quand on était gamins, on nous parlait déjà, on parlait de Papa Angwalima. Angwalima était originaire de la province orientale. Mais Angwalima, en fait, n'était pas un tueur, en fait. Angwalima, il avait reçu une formation à l'époque coloniale de serrurier. Et tout ce qu'il faisait à l'époque, c'était quand il rentrait même à Kalina, chez les colons. Il sillonnait, il fouillait des appartements des colons, et quand il sentait qu'il n'y avait personne, et puis il ouvrait les verrous, tout, il rentrait en fait. Ce n'était pas un tueur en fait. Contrairement à Papa Ngabidila, qui était originaire de Bakongo, Montandu. Et lui, c'était un tueur. Il rentrait dans des maisons, il dévalisait tout, et puis après, il massacrait. Et lui, il a été pendu en 63, à l'époque des Papa Kassavou. Donc il fallait le pendre pour faire peur aux voyous. Papa Ngabidila. Il a fait la terreur à l'époque à Léopoldville. Bon, je crois pour conclure, il y a quelques anecdotes si tu en as. Moi j'en ai une. On m'a parlé comme j'ai pratiqué les arts martiaux, maître des cantors m'a dit que à l'époque des Belges, il était interdit aux Noirs de faire un art martial, quelque art martial que ce soit. Alors, maître des cantors, lui, il a pu braver ça en volant. Il a pu voler. Il est tombé sur un bouquin qui parlait de Jujutsu, je crois, ou judo, des choses comme ça, et a commencé à pratiquer clandestinement le judo et le jujutsu. Et on me dira que pour parfaire ses connaissances,
il est parti clandestinement à Brazzaville, parce qu'à Brazzaville, il y avait un cercle de policiers français qui pratiquaient les arts martiaux. Et c'est là-bas qu'il a appris plus encore, il a pu parfaire ses connaissances sur ce qu'il avait déjà pratiqué à l'aide de bouquins. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment cherché à savoir ce qu'il y avait comme... à connaître les arts martiaux. Alors ça se cachait, tout se cachait dans l'haltérophilie. Ils étaient là comme des haltérophiles, mais alors que pendant des moments un peu libérés comme ça, ils se cachaient pour pratiquer le judo et le karaté. Et c'est entendu parler de ça. Peut-être pas le karaté, plutôt le judo. En tout cas là, pour moi, je n'ai pas assez des infos sur ça en fait. Hein. Mais je sais que lui, Papa Decantor, était l'un des premiers judokas de Léopoldville, de sa génération en fait. Et en plus, il y a une chose que les gens oublient. À l'époque, j'ai oublié, c'est une parenthèse. Hein. Les colons, quand on attrapait un autochtone, un indigène de Léopoldville, avec la bouteille de vin, il devait faire la tôle. C'était interdit aux indigènes de boire du vin. Et les anciens, pour aller acheter du vin, traversaient le pôle à Brazzaville les week-ends. Vous voyez comment, à l'époque, Léopoldville de l'époque, les gens étaient, comment dire, gérés par les autorités belges. C'était interdit aux Noirs de boire du vin. Il y a aussi ce que je pourrais... Anecdote aussi, pour les travailleurs de Kinshasa, les Kinois, les Congolais qui ne pouvaient pas aller travailler à Brazzaville, les Brazzaville venaient travailler à Kinshasa. Est-ce que tu pourrais dire un mot là-dessus? Ah là, je n'ai pas des infos précises, mais nous on a grandi avec parce que on ne comprenait pas. On a su après la conférence de Berlin, la construction de chemin de fer, les anciens colons, les occidentaux, moi j'aime pas dire les Belges, parce qu'il y avait tous les blancs à Léopoldville. Ils ont recruté les jeunes Africains venus de tous les coins de l'Afrique noire. Ce sont eux qui ont construit les chemins de fer. C'est pourquoi il y a des descendants. Nous, on a grandi à Saint-Jean. Nous, on a grandi avec les Dahomey, qu'on appelait Popo. Les mots Popo, ça désignait le Togo, les Dahomey et les Ghana. On les appelait les Popo. Parce qu'on ne faisait pas l'amalgame. Les gens qu'on appelait les Ndingari, c'était les anciens Sénégalais, les descendants des Sénégalais, Maliens, Guinéens. Les gens de la Sierra Leone, c'était des Popo. Voilà. Et faisaient partie de la famille Popo, Togolais, Ghanéens, Béninois. Voilà. Donc ce sont ces anciens-là, des jeunes-là, venus après la conférence de Berlin, quand ils sont arrivés, ils ont épousé nos mamans de l'époque. C'est pourquoi il y a beaucoup de brassages. La zone des Citaties, il y a une anecdote que les gens doivent savoir. La première mosquée construite en 1926 à Léopoldville, c'était les Belges qui ont donné ce terrain-là à la communauté Haoussa du Nigeria. Ce que les gens ne savent pas. Il faut savoir cette histoire-là. La première mosquée construite à Léopoldville, à Citaties, à Barambou de l'époque, les Belges, ils ont accordé ce terrain-là, cet espace, à la communauté Haoussa de Nigeria. Donc, il y a eu des descendants. Nous, on a connu Papa Labaran Ababa. À l'époque, il était même représentant de l'islam à Léopoldville. Il était descendant des anciens Haoussa venus du Nigeria. Voilà. Donc, la mosquée, Issok est venue après, mais la mosquée qui a précédé celle de Issok, c'était la mosquée des Citaties. Mais construite par la communauté Haoussa de Nigeria. Mais par contre, moi, quand on parle de mélange, aujourd'hui c'est mal vu, hein, les Congolos rwandais, Congolos burundais. Mais il y a eu beaucoup de brassages. Anecdote, Papa Abdoula Cyril, l'ancien Premier ministre, son père était ghanéen, sa maman était Mbouza. Mandungo Boulaniati, Papa Tony qui est décédé, son père était du Bénin, Dahomey,
sa maman Molobo. Donc, il y a eu beaucoup de brassages. La famille des Néwade, on connaît. Papa était du Togo, maman Mout était là. Il y a Sonny qui était boxeur, ancien boxeur, qui était le proche, l'ami d'enfance de Viekemon Ngana Verkis. Donc il y a eu beaucoup de familles brassées chez nous. Beaucoup, mais les descendants, c'était des jeunes venus de toutes les contrées de l'Afrique noire. Beaucoup, beaucoup. Donc la commune de Saint-Jean était plus... les popos qui étaient là, hein, les popos, chez nous à Saint-Jean, commune de Kinshasa, il y avait tout le monde. Hein. Il y avait des popos. D'ailleurs, Quiste Bar, le premier bar construit à Léopoldville en 1900, je crois. Quiste Bar, c'était bien avant 1930. Hein. Papa Kofi, il était originaire de Togo. Quiste Bar, à Itaga. Donc, Amouzou Bar, c'était un Togolais aussi. Donc voilà, il y a eu beaucoup. Chez nous, parce que Grand Calais, je ne vais pas ouvrir une parenthèse, c'est le premier bar, le premier indigène qui faisait, comment dire, qui programmait des soirées pour African Jazz, c'était Papa Prosper Cuillard, qu'on appelait Comet. Il avait son bar, Comet Bar à l'époque coloniale. Et c'était le premier indigène que les Blancs lui ont accordé cet espace-là, entre la commune de Saint-Jean, frontière commune de Saint-Jean, et Kalina. Il était métis, les gens qu'on appelait le milâtre. Parce qu'à l'époque, les colons, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pratiqué l'apartheid au Congo. À Léopoldville, un indigène ne pouvait pas aller traîner à Kalina ou à Limité. Si on t'attrapait, tu avais des coups de fouet. C'était comme ça. Donc, les travailleurs noirs qui partaient travailler à Kalina, avant de rentrer dans la zone des Blancs, on tamponnait ton truc. Et quand tu ressortais de Kalina pour rentrer à la cité indigène, pareil. Et les gens qui venaient de province, avant d'arriver à Léopoldville, il fallait une autorisation. Un examen médical complet. C'est que les gens, ils ont oublié, en fait. On ne venait pas comme ça à Léopoldville à l'époque des colons. Non. Donc, on en est aux anecdotes. Je crois qu'on va arrêter là pour préparer un autre entretien, une autre interview, dans laquelle on aura beaucoup plus de détails. À la limite, on fera plusieurs émissions pour découper tout ça et revenir même sur des choses, parce qu'il s'agit ici de l'éducation populaire, que les gens sachent d'où ils viennent. Hein? J'ai oublié un truc, que les gens, je vais réhabiliter la mémoire de Léopoldville. Le premier, comme j'avais dit, le premier noir indigène qui a travaillé à la Banque centrale, c'était Papa Cyril Adoula. Et c'était le premier noir aussi que les Blancs lui ont accordé ces privilèges-là de diriger un club de foot, Dering, en 1956. C'était le premier président de Dering en tant que noir, Papa Cyril Adoula. Ok, donc merci, chers compatriotes, chers téléspectateurs, on va dire, ou bien les auditeurs, ceux qui vont nous regarder à travers leurs écrans. Alors, on vous dit à bientôt. Mbote Nabino. Merci, à la prochaine série. Bientôt, vous aurez plus de détails et beaucoup de séries d'émissions par rapport à notre mémoire. À bientôt.